numéro de questions à la une, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Il y a exactement une semaine, dans Questions à la une, nous parlions de l'apport de la diaspora dans l'économie des États africains. Quelle perspective est le cas du Togo? Vous étiez très nombreux à nous rappeler pour nous demander d'aller encore davantage en profondeur de ce sujet et apporter des réponses à certaines de vos préoccupations. Nous y sommes une fois encore aujourd'hui dans ce studio pour aborder ce sujet. Et avec moi pour en discuter, j'ai cette fois deux invités. Il s'agit d'un invité qu'on ne présente plus. Il s'agit de M. Nadim Michel Khalif. Il est expert en politique économique togolaise. M. Khalif, bonjour. Bonjour. Et bienvenue une fois encore dans ce studio. C'est la énième fois aujourd'hui. Heureusement que vous êtes les seuls à me recevoir, parce que les autres sont coincés par les pressions du pouvoir public. D'accord. L'autre invité dans cette émission, celui qui était avec moi dans la précédente émission, c'est M. Eric Gocho. Il est expert en comptabilité et finances. M. Gocho, bonjour et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Médias, merci. D'accord. Puisque nous sommes en train de parler des finances, la dernière fois, vous vous rappelez, nous avions évoqué des chiffres pour montrer un peu à nos téléspectateurs l'importance du flux, du flux de la masse financière que la diaspora envoie dans l'économie de nos États. Aujourd'hui, on ne va pas trop, nous n'allons pas trop nous appesantir encore sur ces chiffres, mais nous allons essayer plus ou moins de donner quelques-uns. C'est un chiffre qui a été publié en 2007 par la Banque mondiale suite à une étude. Et la Banque mondiale a évalué en 2007 à 240 milliards de dollars le montant des transferts d'argent des migrants dans le monde, contre 221 milliards de dollars en 2006. Donc, on le sait, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qui est versé dans les économies de nos États. Mais est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a possibilité pour nos États d'orienter ces fonds pour que ces fonds servent vraiment de levier pour la croissance économique pour nos pays? J'ai fait une enquête personnelle hier lorsque vous m'aviez invité à venir à cette émission. J'ai pas pu obtenir le chiffre global, mais j'ai pu obtenir auprès d'une banque le montant qu'elle avait reçu l'année dernière. Et connaissant son importance dans l'économie, j'en ai conclu à un chiffre d'environ 120 milliards CFA, le flux des Western Union, MoneyGram, etc., qui arrivent au Togo. Et ces flux-là correspondent effectivement aux aides de la diaspora en faveur de leur famille. Et j'ai réfléchi depuis hier, cette nuit, même ce matin, à 5 h du matin, parce que je ne connais pas ce domaine. Je me suis lancé, j'ai trouvé que les émigrants étaient financés en grande partie par les aides de leurs frères qui sont à l'étranger. Pour que ces frères de l'étranger, de diaspora, n'aient plus à envoyer de l'argent mensuellement avec des frais énormes de transfert, et beaucoup ont préféré offrir le prix, donc 500 € pour acheter une moto, et de se débrouiller avec ça. Maintenant, le Zémidjan, avec ses 500 €, c'est-à-dire 330 000, il s'est acheté une moto, et avec ça, il génère environ 40 à 50 000 francs de revenus nets par mois, après toutes les dépenses. Donc, ça décharge le donateur de la diaspora de cette charge-là. Donc, ça, c'est très important, puisque ensuite, j'ai cherché à connaître combien est-ce qu'il y a de Zémidjans au Togo. Il y a actuellement plus de 160 000. Vous vous rendez compte, 160 000 emplois grâce à cette aide qui a été initiée par la diaspora au départ, en nous inspirant du modèle béninois. Donc j'ai pensé que s'il n'y avait pas eu cette aide de la diaspora pour la création de 160 000 emplois au Togo, on aurait eu la révolution entre-temps. Donc c'est un phénomène, un vecteur de paix extraordinaire pour le pays. Et ça, les pouvoirs publics l'ignorent. Ils l'ignorent. Il faut qu'ils disent merci à la diaspora d'avoir évité qu'il y ait une explosion révolutionnaire au Togo, grâce à cette aide-là qu'ils envoient à leur famille. D'accord, ok.
Ok. Monsieur Gauthier, nous l'avions dit la dernière fois, hein, on n'a pas de chiffres réels pour le Togo. Quand on prend un peu la diaspora malienne, on sait exactement combien elle envoie dans son pays. C'est presque 300 milliards de francs CFA. Dans la région de Caen, nous l'avions dit la dernière fois, c'est 160 milliards de francs CFA, un peu moins du budget national togolais pour l'année 2009. Mais ces capitaux, est-ce que c'est possible de les orienter pour faire, je ne sais pas, pour en faire de véritables vecteurs de développement? C'est possible? Tout à fait, c'est possible. Je crois que déjà aujourd'hui, sur le terrain, nous pouvons voir l'investissement direct de diaspora en termes d'immobilier. Quand on voit maintenant les maisons qui se construisent à travers le Togo, je ne crois pas que le Togolais ordinaire puisse encore épargner des millions par an pour construire ces immeubles. C'est pour dire que ces flux constituent réellement un vecteur de développement. Et comme le professeur Cal vient de le dire, les immédiats qui constituent maintenant 160 000 emplois, c'est de la part de la diaspora. Je pense que c'est quelque chose de très, très considérable. Et je crois que ça continue dans le temps. Et le pouvoir public pourrait encore saisir cette manne financière en l'orientant. Comment? En créant des gestions appropriées pour recueillir ces fonds et le réinvestir. Je crois qu'aujourd'hui, le pourquoi ce n'est pas encore faisable, c'est que la diaspora n'a pas encore eu confiance dans l'État togolais. Et je crois que les institutions nécessaires ou disons pratiques devaient être mises en place pour recueillir ce fonds-là. Et en ce sens, je vais aussi dire qu'au lieu de la diaspora, on a un peu cette réserve de pouvoir approcher l'ambassade représentant la République à l'extérieur. Normalement, c'est une institution que le Togolais doit pouvoir aller facilement. Donc je crois que nous pouvons dépolitiser les relations diplomatiques à l'extérieur de manière que le Togolais se sente à l'aise pour pouvoir s'orienter vers ces institutions qui peuvent être des canevas, des conduits de récolte de ces flux financiers vers l'intérieur du pays. D'accord. Aujourd'hui, ces capitaux ne constituent pas encore de réels fonds d'investissement. Est-ce que c'est par manque de volonté politique ou c'est par non-maîtrise des données liées à ces secteurs? Je pense que c'est les deux à peu près, parce que premièrement, je vais dire qu'il y a un manque de volonté parce que le pouvoir en place peut faire mieux en créant des structures appropriées pour recueillir ces fonds et de manière que les Togolais se sentent à l'aise en pouvoir aller vers ces structures. Et actuellement, nous pouvons dire aussi que les banques sur place peuvent détenir des données précises sur les flux financiers qui arrivent à leur niveau, par MoneyGram, Western Union et d'autres secteurs informels. Bon, là, on ne peut pas les contrôler. Mais toutefois, ces grandes institutions, les deux institutions financières qui servent d'intermédiaires de transfert d'argent, ont des données fiables qu'on peut nous communiquer. En ce sens, on peut vraiment évaluer nettement quelle est la capacité financière que la diaspora envoie dans ce pays. D'accord. M. Khalif, est-ce que c'est par manque de volonté politique ou c'est par non-maîtrise des données liées à ce secteur qu'on n'oriente pas vraiment ces flux pour en faire de véritables fonds d'investissement? Non, moi je pense pas que l'État ou quiconque puisse orienter ces flux. Ce sont des flux de subsistance que la diaspora envoie à ses frères, à ses sœurs, à ses parents, à ses enfants dans le pays d'origine. Ce n'est pas des flux à fin d'investissement. Les flux à fin d'investissement sont rapatriés non pas par le canal des MoneyGram et Western Union qui coûte cher en frais de transfert, mais par des virements officiels. Donc là c'est autre chose. Maintenant, pour amener la diaspora à venir investir dans le pays, soit pour leur logement, leur construction de maisons, soit pour des investissements industriels ou à caractère productif dans l'artisanat ou autre, là il faut la confiance. Or la confiance repose sur deux choses essentielles, la sécurité physique et la sécurité juridique. Or la sécurité physique n'existe pas actuellement au Togo. Les conditions ne sont pas satisfaites puisque les gens n'osent pas sortir la nuit. Ça c'est un indice irréfragable qu'on ne peut pas contester. Et la sécurité juridique, tout le monde sait que les jugements, la façon dont les jugements sont rendus. Et donc dans ce cas-là, un investisseur, même s'il est togolais, même s'il aime énormément son pays, ne risquera pas ses capitaux dans son propre pays où il risque de perdre facilement au tribunal parce qu'il n'est pas là pour aller soudoyer les juges, ou bien il y a l'insécurité physique qui lui fait peur d'aller s'installer ou de créer une usine ou de créer des emplois dans son pays d'origine. Donc il y a ces deux conditions de sécurité physique et sécurité juridique
qui sont essentiels pour déterminer, pour amener un investisseur à venir. Maintenant, pour qu'il vienne, il faut aussi les conditions fiscales pour rentabiliser son investissement. Donc il y a l'autre pied, ça fait 3 pieds, sécurité physique, sécurité juridique et attraction fiscale, pour pouvoir rendre le marché attrayant. Maintenant, en dehors de cela, il y a le 4e pied qui est la concurrence libre et parfaite. Or, dans notre pays, on sait bien qu'il n'y a pas une concurrence libre et parfaite. Quand on voit comment fonctionne la douane, quand on voit que subitement la douane, les recettes de la douane ont augmenté de 60 milliards, au lieu de 60 milliards au premier semestre, ça a augmenté à 130 milliards, et qu'entre-temps, il y a eu l'arrestation de Pacha et des Solizam, qui détenaient un gros secteur de l'économie, on fait le lien tout de suite entre ces deux phénomènes. Et donc, ce qui veut dire que le pays ne fonctionne pas normalement. Et donc, ça n'inspire pas confiance aux investisseurs honnêtes qui veulent rentabiliser leurs capitaux. Ils savent que ce pays, il y a des choses là-dedans qui sont réservées à une certaine population. Monsieur Wouchou, est-ce que vous qui faites de la partie de la diaspora, est-ce que ce sont des éléments qui vraiment vous hantent? Est-ce que vous êtes hanté par ces éléments-là? Tout à fait, monsieur Amigan. Je pense que c'est bien vrai ce que vient de dire monsieur le professeur Khalif. Parce que, bon, j'ai déjà parlé de l'affaire de conteneurs la dernière semaine. Je pense que hier, j'étais parti au port où j'ai passé 5 heures de temps pour ce matin de manière qu'on sort mon conteneur avec tout ça, la tracasserie. Je crois que ce sont des phénomènes qui sont un peu choquants, qui sont un peu navrants. Je crois que le pouvoir en place doit faire encore des efforts nécessaires. Je ne sais pas si au sommet ça se fait, mais dans l'appareil d'État, ça ne se fait pas sentir. Donc nous convions le pouvoir pour faire des efforts nécessaires pour alléger un peu la procédure à ce niveau-là, de manière que le Togolais se sent à l'aise chez lui et que les investisseurs ont confiance dans ce pays pour revenir. Comme je l'ai dit la dernière, on a un destin commun. Nous voulons que ce pays se développe. Mais il faudrait que tous concourent à ce que ça se développe. Si quelque part on freine, je pense que d'autres auront inventé, mais nous ne pouvons pas parvenir parce que quoi? Ils seront finalement fatigués, ils vont se replier là où ils viennent. Regardez par exemple la dernière fois, il y avait un Togolais, un frère togolais de la diaspora qui repartait et on l'a embêté à l'aéroport parce qu'il ramenait des souvenirs d'objets en bois traditionnels, des statuettes qu'il ramenait aux États-Unis. Et on lui a dit où se trouve l'autorisation de sortie de ces petites statuettes. Il n'était pas au courant de cela et il a eu beaucoup de mal à pouvoir les sortir moyennant des opérations qu'il a dû faire à l'aéroport. Alors que le pays, pendant des années, a été systématiquement pillé au temps d'Ernest, au temps où Agbeome était Premier ministre. On ne va pas donner directement des noms, M. Khalif. Non, au temps de la primature d'Agbeome qui a sauté à cause de cette affaire-là, où le bois du Togo était scié et expédié avec une société étrangère en Chine, mais ils ont dépeuplé le Togo sans aucune autorisation, sans rien, avec des méthodes vraiment sauvages. Et ceux-là, on ne les a pas empêchés de vider le Togo de ses ressources en bois. Attendez, non, c'est pas corrigé parce que tous les jours, même aujourd'hui, encore, il y a des gens qui vont voyager ce soir, des amis à moi, et qui ont peur, qui ont acheté quelques objets en bois du Petit Prince, et qui ont peur d'être arrêtés à l'aéroport parce qu'ils n'ont pas je leur ai dit que vous risquez d'être embêtés à cause de ça. Ils m'ont dit comment ça se fait? Oui, je dis, je le sais. Donc il y a, vous savez, quand il n'y a pas la transparence juridique, la transparence en tout, l'égalité de tous les citoyens devant le même phénomène, ça ne crée pas les conditions de confiance pour revenir. Et ce qui est le plus dangereux pour la diaspora, c'est que les enfants de la diaspora, vu que leurs parents ont été choqués par le comportement qu'ils ont subi en revenant au pays, les enfants, eux, ils reçoivent cette dent de frustration, ils la conservent en eux, et après, ils vont se marier dans le pays d'accueil. Ils vont vivre selon les habitudes du pays d'accueil, et ils ne voudront plus revenir au Togo. Et ça sera perdu pour le Togo. Tout comme moi, j'ai été perdu pour le Liban, définitivement, pour d'autres raisons. Je suis devenu togolais à 100%. Eh bien, nos frères de la diaspora togolaise, leurs enfants seront perdus définitivement pour le Togo. Et c'est dommage, parce que le Togo en a besoin.
Monsieur Gauthier, aujourd'hui, comment faire de la diaspora un acteur de développement en passant d'une migration de subsistance à une migration d'accumulation de richesses et de développement qui permettra de réduire la pauvreté et accélérer la croissance économique de l'Afrique? Je pense que ce mécanisme se situerait à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la diaspora elle-même, au niveau de l'État et au niveau de la population intérieure. Je m'explique. Au premier niveau de la diaspora, je crois que la diaspora doit se hausser en niveau, je veux dire, social, intellectuel. C'est qu'au début, les gens se sont rendus dans ces pays pour se débrouiller. Des boulots qui perdent seulement pour survivre, qui ne donnent pas des conditions nécessaires financières pour pouvoir faire des retours de fonds. Bon, je crois qu'aujourd'hui, l'éducation est un moteur de développement incontestable. Donc, nous prierons à ce que la diaspora s'investisse en éducation. Si c'est 2 ans, 4 ans d'investissement en éducation, là, on le fait. Et après ce temps, je pense que là, le niveau de vie social est plus élevé, qui permettra ce qu'on puisse faire de l'épargne. Et cette épargne-là pourrait être retournée dans le pays pour investissement. Second facteur, c'est au niveau de l'État. Je crois que l'État doit jouer un rôle moteur d'accompagnement dans ce développement de la diaspora. C'est-à-dire que, vous savez, quand le numéro de social était apparu en tant que système aux États-Unis, les Américains ont peur d'aller se faire enregistrer pour avoir un numéro de social. Mais le gouvernement a dû créer des mesures d'accompagnement, de manière qu'aujourd'hui, lorsque même tu mets un enfant au monde aux États-Unis, on a envie d'aller avoir le seul, c'est le premier facteur qu'on veut avoir pour s'assurer qu'on est américain. Ça veut dire que, bon, du refus, on est arrivé à l'attention et à la demande d'ailleurs. Donc, l'État doit faire de manière que le Togolais soit un peu de l'informel au formel. Si maintenant vous allez chez la bande d'armes au marché qui vend du gari, vous voulez que bon, elle aille enregistrer sa société, elle va dire qu'automatiquement vous voulez qu'elle paye un impôt. Elle a peur, elle ne veut pas aller là-bas. Elle préfère rester dans l'informel. Et ce qui dit rester dans l'informel, c'est limiter les moyens pour pouvoir épargner, pour pouvoir investir. Je pense que l'État doit faire un rôle, doit quand même jouer un rôle moteur à ce niveau de manière que les gens sortent de l'informel pour pouvoir aller dans le formel. Et ces mesures d'accompagnement sont nécessaires. Au second niveau, au troisième niveau, au niveau de la population intérieure, j'ai dit la fois dernière qu'on ne peut pas être tous de la diaspora ou être tous de l'intérieur. Il faudrait qu'il y a certains là-bas et certains ici. Mais entre les deux communautés doit exister un point de confiance. Donc si le point de confiance n'y est pas, je crois que tous les efforts que va pouvoir faire la diaspora, cela voit l'échec. Parce que si vous avez l'argent et que le pourquoi l'argent est envoyé, on ne le retrouve pas. Des gens voient des maisons en photo sans jamais le voir physiquement sur le terrain, ils reviennent, les maisons ne sont pas là. Donc je pense que ce gaspillage doit pouvoir être contrôlé. Et ce qui demande aussi des structures juridiques en place de manière que quand on traduit quelqu'un devant la justice, qu'on est sûr que la personne soit pénalisée pour ce qu'il a fait. Sinon, dans ce sens que ça n'existerait pas, tu auras beau crier, la personne ne dira rien, on ne fera rien, après tout ça recommence encore. Je pense que ce sont des mécanismes nécessaires pour que la diaspora quitte le niveau d'aide au suivi à un niveau d'investissement qui va permettre à ce que l'économie togolaise puisse développer. Moi, je pense que, par exemple, la diaspora, si elle était confiante dans l'avenir du pays, elle pourrait s'allier pour créer une fondation de la diaspora togolaise au Togo, en désignant des personnes compétentes, en les recrutant sur place pour la diriger, cette fondation. Et cette fondation ne fût-ce que, actuellement, on estime entre 1 million et 1,5 million de Togolais dans la diaspora. Si chacun donnait seulement l'équivalent de $20 par an, ça ferait déjà dans les 20 à 30 millions de dollars par an, ce qui équivaut à 10 à 15 milliards CFA par an. Cela serait très utile pour faire des actions ponctuelles, soit des dispensaires dans certains quartiers déshérités, soit créés pour les handicapés, soit spécialisés dans les hôpitaux, par exemple, donner des bourses aux étudiants en médecine, dont nous avons beaucoup besoin ici. Il faut les favoriser pour envoyer le maximum d'étudiants en médecine, le maximum d'étudiants dans certaines matières dont nous avons besoin en technicité, pour les entreprises, en BTS ou en CAP de formation technique, et ainsi de suite. Donc on aurait un fonds extraordinaire pour pouvoir orienter, contribuer au développement du pays. Mais encore faut-il que le gouvernement en place, les institutions inspirent confiance à cette diaspora. Et quand vous voyez sur Internet l'état d'esprit de la diaspora, 98% de la diaspora
n'est pas favorable. Et c'est pourquoi d'ailleurs Eyadema avait privé la diaspora du droit de vote, sachant bien que la diaspora n'était pas d'accord avec sa façon de gouverner, et donc il les a privés de droit de vote pour qu'ils n'influencent pas le résultat final ici. Alors que si la diaspora avait le droit de vote, eh ben, de loin, le Ford ne serait pas président aujourd'hui. D'accord. Mais le grand problème, donc, se trouve au niveau de la confiance. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, j'aimerais aussi adresser un point le plus important à ce niveau. C'est la notion de politique qui a intégré tous les secteurs de la vie du Togolais. Je crois que si nous voulons favoriser l'union de la diaspora, nous devons plutôt sortir l'élément politique. Parce qu'aujourd'hui, la politique, la région sont les deux facteurs qui divisent. Dans toute communauté, société, dès que vous sortez de ces deux mots-là, deux éléments-là, ça va diviser. Je crois qu'il est important que les Togolais ignorent un peu la notion de politique et se concentrent à travailler pour construire d'abord l'économie. Au point de relation de la diaspora à l'intérieur du pays, je crois qu'aujourd'hui, si maintenant on a quelqu'un, si cette personne appartient à un parti politique, de facto, c'est voir l'échec parce que quoi, le gars de l'UFC dit que bon, c'est pour le CAM, le gars de FT dit que bon, c'est pour l'UFC, ainsi de suite, on ne peut pas rester ensemble. Je crois que la diaspora, on peut lui faire une faveur de l'épargner de la politique pour le moment, pour que nous nous concentrons plus précisément pour construire l'économie, et de par l'économie, quand chacun aura à manger, chacun aura de quoi il est le minimum nécessaire pour survivre. On parle de la politique et là on le fera avec des bonnes normes les plus requises. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une étude qui a toujours été publiée par la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale, les frais de transaction, si les frais de transaction étaient réduits de 5% des fonds, excusez-moi, si les frais de transaction étaient réduits de 5% sur les fonds envoyés dans les pays du Sud, si les fonds de transaction étaient réduits de 5%, les fonds envoyés dans les pays du Sud augmenteraient de 3,5 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, les sociétés de transfert d'argent proposent des services à coût relativement élevé. Ces coûts varient entre 12 et 20% de la somme transférée. Quel peut être le rôle dans ces conditions de nos États pour faciliter un peu les transferts d'argent à moindre coût et canaliser tous ces flux-là, si c'est possible? Cette étude date de quand? De 2007. Oui. C'est que ça a changé entre-temps. Vous avez eu la concurrence. En 2007, il y avait juste Western Union, je pense, qui était dominant. Maintenant, il y a énormément de sociétés qui se sont créées. Et donc, le taux, c'est MoneyGram. Et maintenant, notre compagnie aussi, il faut en parler, Planète. Oui, mais j'en ai entendu parler d'autres où vraiment les frais sont réduits au minimum. Puisqu'ils correspondent par mail ou bien quoi, je sais pas, avec un code, donc ils prennent juste quelque chose comme 1000 francs CFA par transfert. C'est-à-dire 1,50 € ou 2 $. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors qu'avant, ils prenaient 100 $ minimum, ou bien 80 $, c'était beaucoup. C'est ça. Donc les choses ont évolué énormément. Oui. Et je crois que suite à ce rapport de la Banque mondiale, ça a dû donner des idées à des financiers de créer des sociétés à moindre coût en comptant sur le nombre. Aujourd'hui, Western Union et MoneyGram tiennent toujours le devant de la scène. Ouais, je pense que c'est un problème structurel que nos États doivent adresser. On sert différentes entités, les deux entités particulièrement, ont signé des clauses d'exclusivité avec nos institutions de place. Maintenant, si vous avez un nouveau système de transfert d'argent, vous approchez cette banque-là, elle vous refuse parce que quelque part, Western Union, MoneyGram avait signé des contrats d'exclusivité avec eux pour une durée indéfinie. Bon, je pense que ce sont des politiques qui sapent notre économie. Nous devons laisser le champ à la libre concurrence. C'est ça qui a fait évoluer et révolutionner le marché aux États-Unis. C'est ce que maintenant la Chine aussi adopte, le libre-échange. Je pense qu'il faudrait que nos États commencent par adresser ces problèmes qui sont des problèmes d'ordre à freiner notre développement. Et nous faisons des milliards à ces sociétés qui ne sont pas nationaux, mais plutôt nationales. Et ces flux-là sont retournés dans le pays. Je pense qu'il faudrait que nous passions en termes de patriotisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce pays d'abord décolle? Et là, nous verrons ce qui est nécessaire pour les autres aussi. Mais si au cas où on sert les nationaux pour ne nourrir que les extérieurs, disons, je pense que ce n'est pas des politiques tout à fait patriotiques. Je ne dis pas que le Togo doit quand même adopter des politiques protectionnistes, mais nous devons quand même laisser le libre cours au capitalisme qui demande le libre-échange. Non, moi j'abonde dans son sens, sauf que je dis en plus, je reviens à mon idée de créer une fondation de la diaspora togolaise.
qui aurait ses structures ici et qui pourrait elle-même reverser, sans passer par les banques, en étant en contact avec les structures dans chaque pays. À ce moment-là, dans chaque pays, il y aurait un bureau de la diaspora qui communiquerait ici les montants encaissés là-bas, et ici, en échange, on pourrait le reverser aux bénéficiaires, sans frais. L'inquiétude de M. Goutieux, c'est que cette institution ne soit pas très vite politisée. Ah, maintenant, c'est à nous de voir. Hein. Ouais, je crois que je vais quand même m'adresser encore sur ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur place le congrès pour l'économie de la société du Togo. Nous aurons bien sûr le congrès aux États-Unis, à Maryland, le 26 décembre 2014, cette année, dans, je vais dire, moins de 3 semaines. Et nous comptons revenir ici en mai ou en juin 2010 pour mettre en place cette fondation aussi. Et c'est pour cela que j'aimerais, parce que j'ai participé à beaucoup de cercles de répression au niveau de la diaspora, je crois que le niveau d'achoppement ou la paix d'achoppement où on se bloque, c'est lorsqu'on parle de la politique. Et je crois que le Togo, appartenant à tous ses fils, à toutes ses filles, nous devons ôter l'élément politique si nous voulons vraiment construire cette économie. Et dès que nous arriverons à passer ce niveau de politique, mais de l'économie, en ce moment, lorsque chacun aurait d'abord mangé à sa faim, mais là on viendrait maintenant à la microéconomie qui serait maintenant mon intérêt individuel.